Aujourd'hui, nous allons focusser sur le Gémeaux. Nous sommes dans une modalité mutable dans l'élément de l'air. Rappel des signes mutables, ce sont eux qui assurent la transition entre les saisons. On parle du Gémeaux, Vierge, Sagittaire et Poisson. Ce sont des signes qui adorent jongler avec une chose et une autre, des touche-à-tout qui aiment apprendre, explorer, transcender la réalité par leur raisonnement, leur questionnement, leur senti. Ils sont caractérisés par leur soif d'information, surtout pour les Gémeaux, de perfectionnement pour la Vierge, d'expérimentation pour le Sagittaire et de transcendance pour le Poisson. Suivant les signes fixes, ils préparent le terrain pour les cardinaux qui vont arriver avec toute leur gloire et puissance afin de commencer une nouvelle saison. Les mutables sont là pour nous rappeler que la vie, c'est le mouvement, que c'est le changement. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout change. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. La vie est faite de transition. Les mutables incarnent cette énergie de transition. C'est comme s'il y avait toujours un petit courant électrique qui les traversait, qui leur donnait à bougeotte. Regardez-les, là, les mutables. Là. Toujours une petite patte qui bouge, t'as toujours une petite main qui s'agite en parlant, le débit rapide quand ils racontent quelque chose. Surtout les 3 premiers signes. Chez le Poisson, ça se calme un peu, c'est plus rêveur, peut-être plus intériorisé, tu sais. Mais il y a quand même un fond toujours un peu nerveux, si on peut dire. C'est sûrement pour cette raison que les mutables s'emmerdent facilement, s'ennuient rapidement, ne restent pas en place. Ils ont besoin de changement, ils ont besoin d'apprendre quelque chose de nouveau, de changer de job, d'ajouter un peu de sucré ou de piquanté ou de folie dans leur vie. Ça fait partie d'eux. Tout les attire. C'est bien ça le problème. Donc, c'est primordial qu'ils acceptent leur nature changeante. Puis ça, c'est pas toujours évident parce qu'on est dans une société qui nous demande de choisir, tu sais, choisis un métier pour la vie, choisis la bonne personne. Pour les mutables, c'est dur, là, parce que tout est possibilité quelque part. Mais trop, c'est comme pas assez. Et c'est pour cette raison qu'ils doivent apprendre à canaliser leur désir de vouloir tout faire ou tout essayer. Ça ne veut pas dire de renoncer à sa propre nature, mais c'est d'ajouter une dose de réalisme dans leur champ des possibles, surtout pour les Gémeaux. Est-ce humainement possible de poursuivre 3-4, qu'est-ce que je dis là? 5-6 projets en même temps? Est-ce qu'il y a assez de temps dans une journée, une semaine, une vie? À voir. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les mutables sont prêts à tester les limites du possible. Et le Gémeaux, la vedette de cet épisode, signe d'air gouverné par Mercure. Ici, on est dans l'essence printanière de Mercure. On peut s'imaginer les premières feuilles du printemps, le vert tendre, les premières pousses, les arbres qui bourgeonnent et qui répandent leurs semences à tout vent. Gardez cette image-là en tête d'un Mercure, justement, adolescent, verdoyant un peu. On va y revenir un petit peu plus tard, donc image mentale numéro 1 à retenir. Mais avant d'aller plus loin, commençons avec Mercure, la planète qui gouverne le Gémeaux. J'avais parlé de Mercure dans l'épisode de la Vierge, mais maintenant, on va le regarder du point de vue du Gémeaux. Mercure en Gémeaux et Mercure en Vierge, comme je disais, c'est pas pareil. Le Gémeaux amasse les données, les connaissances, ce qui se passe dans son environnement. La Vierge, elle fait le ménage là-dedans et se débarrasse du superflu. Alors, c'est vraiment comme 2 facettes de Mercure. Dans le tarot, Mercure, c'est le magicien, c'est la carte numéro 1. Tous les éléments sont regroupés sur sa carte, le bâton, le pentacle, la coupe, l'épée. Signe qu'il est prêt à jongler justement avec plus qu'une chose. Il tient aussi une baguette dans sa main. On remarque ça. Et le signe de l'infini qui plane au-dessus de sa tête. Et ça, qu'est-ce que ça nous rappelle? As above, so below. C'est ça le symbole de l'infini au-dessus de sa tête. Alors, gardez ça en tête aussi. On va y revenir un petit peu plus tard, on va avoir un lien. Donc, image mentale numéro 2, as above, so below, l'infini au-dessus de la tête du magicien. Donc, autant Mercure que la carte du magicien dans le tarot représente la capacité de manifester dans le monde concret nos pensées, nos idées. Que ce pouvoir-là, il est entre nos mains, mais aussi dans notre esprit, nos ressources, et nos intentions. Puis nos ressources intérieures, pas nécessairement extérieures. Là, c'est vraiment, il faut que tu te débrouilles, il faut que tu trouves une solution. Ça passe, ça commence avec toi. Donc, Mercure, c'est la pensée qui devient parole, la parole qui devient action, l'action qui devient création. Tout un pouvoir. Tout un pouvoir est la base de toute magie, j'oserais dire.
Dans les cartes mineures du tarot, il n'y a pas de carte associée à Mercure en Gémeaux, puisque Mercure est carrément le magicien, mais il y a une carte pour Mercure en Vierge, le 10 de Pentacle. Le Pentacle étant associé à l'élément de la Terre comme la Vierge, évidemment. Quelle belle carte que le 10 de Pentacle! Plusieurs générations sont représentées sur cette carte qui semble incarner une certaine richesse, une certaine aisance. Le patriarche sur la carte qui est assis semble regarder sa progéniture, sa descendance, peut-être même le plus jeune, le plus petit de la gang, avec le souhait que cette abondance perdure, qu'elle soit utilisée à bon escient, avec soin pour assurer le futur. Cette carte-là indique aussi qu'on doit faire l'inventaire de notre vie et de nos accomplissements. C'est la carte 10. Alors, c'est sûr qu'en étant, en termes numérologiques, la carte 10, ben, il y a comme une finalité, une réflexion. Qu'est-ce qu'on passe au prochain, tu sais? Donc, on peut voir tout de suite la différence de Mercure en Terre, une énergie qui est incarnée dans la Terre et non dans les airs. La pensée dans le Gémeaux entre dans la tête et dans la Vierge, vraiment, entre dans la Terre. Alors, c'est tout ce mouvement-là d'énergie là, qui nous traverse quelque part. Mais encore, Mercure, c'est la première des planètes personnelles et la plus rapide. Il est le premier à tourner autour du Soleil, le premier à recevoir le rayonnement solaire. Quand on parle de rayonnement solaire, on parle scientifiquement des ondes magnétiques émises par le Soleil, les rayons ultraviolets, gamma, les ondes radio, la lumière qui est visible. Alors, Mercure est le premier à recevoir tout ça. Le rayonnement solaire contient aussi des rayons cosmiques, c'est-à-dire des particules qui vibrent à une vitesse et une énergie extrêmement élevée. Et voilà, Mercure, il reçoit tout ça. Il reçoit tout ça en premier. C'est pas pour rien qu'on l'appelle le messager des dieux. C'est très important de comprendre que toutes les religions monothéistes modernes, christianisme, judaïsme, islam, découlent toutes de cultes solaires qui les ont précédés, de l'adoration du soleil et de la lumière. Il y avait déjà là, vraiment différents cultes solaires qui étaient déjà bien présents de par le monde avant ces trois grandes religions patriarcales. On pense à l'Égypte, évidemment, qui avait déjà un calendrier solaire 4200 ans avant notre ère, pour nommer que cela, parce que c'est grandiose, évidemment, l'Égypte ancienne. On a aussi en Inde Surya, le dieu soleil. On disait, celui qui désire l'intelligence doit adorer le soleil. Donc, c'est très mercurien comme phrase, ça. Évidemment, on pense aussi aux Incas, aux Mayas, l'or qui est associé au soleil par sa couleur et sa pureté. Encore aujourd'hui, le métal le plus dispendieux du monde. T'sais, c'est très royal, avoir de l'or, tu sais. Donc, le culte, justement, associé à l'or, au soleil, tout ça, tu sais, c'est tout connecté ensemble. On pense aussi au mitraïsme du dieu Mitra, un culte romain d'origine indo-iranienne, parce qu'il y avait beaucoup de croisements de cultures et de croyances dans la zone méditerranéenne à l'époque. Et le mitraïsme vénérait un dieu de bien et de lumière en contraste à un dieu du mal et des ténèbres 100 ans avant notre ère. Le mitraïsme est pas mal la base et l'inspiration du christianisme, du moins au niveau de la forme et du dogme. On pourrait quasiment parler d'appropriation d'une certaine façon, là, mais inspiration certainement. Il n'y a pas de lien archéologique officiellement pour prouver ça pour le moment, mais il y a beaucoup de ressemblances entre le christianisme et le mitraïsme, qui était un culte fermé qui n'incluait que des hommes très hiérarchiques, avec à la tête un pater ou un père. Alors, il y a comme quelque chose qui semble, une formule là, qui semble être la base de quelque chose qui est suivi par après. Mais revenons à Mercure et au Soleil dans leur plus pure expression avant leur appropriation par les religions monothéistes. Donc, Mercure touche au divin, ou plutôt, il est touché par la lumière du divin. Dieu, ce n'est pas un homme barbu sur un trône dans le ciel. Dieu, c'est le soleil, c'est la source de vie et la lumière fut. Tout émane du soleil, ou plutôt, tout émane de la lumière. Sur le plan causal, si on se réfère au bouddhisme ou à différentes traditions védiques, les Védas, tout ça, le premier plan causal, c'est la lumière. La lumière est la source. La lumière, c'est notre maison. Home, en anglais. Om.
Om, la première vibration. Voyez-vous comment on peut tout rattacher, là? Nikola Tesla, le grand scientifique trop avancé pour son temps, disait « Si vous voulez comprendre l'univers, pensez en fonction d'énergie, de fréquence et de vibration. » Je pense qu'on commence à comprendre la source, la première cause, la lumière, ce que les religions appellent Dieu, quand on réfléchit au tissu de notre univers de cette façon-là. Tout est contenu dans la lumière. En tout cas, pour Mercure, de son point de vue, tout est contenu dans la lumière. Le savoir, l'infini, la conscience, tout. Et la lumière, il n'y a pas juste notre soleil qui la dégage. La lumière, il y en a partout dans l'univers, c'est toutes les étoiles. C'est un principe intrinsèque à notre univers qu'il y a de la lumière. Alors voilà toute la magie. Elle est toute là, la magie. Mais continuons avec Mercure, on va aller voir en mythologie. Mercure, fils de Jupiter. Ben oui, encore. Je sais, je vous ai souvent dit que Jupiter était un chaud lapin, bien prolifique en termes de conquête et d'enfants illégitimes, mais que voulez-vous, c'est le dieu de la croissance et répand ses graines de partout. Eh bien, Mercure, c'est un autre de ses nombreux enfants. Il l'a eu avec la belle déesse Maya, qui n'est pas une référence astrologique, mais quand même. Maya est une déesse romaine de la fertilité et du printemps. Fait intéressant, le nom de Maya est lié à celui du mois de mai. Et c'est aussi un hommage à la croissance des végétaux qui fait un lien avec la saison du Gémeaux. Et tout à l'heure, on parlait de printemps, de feuillage, de vert tendre. Alors voilà, tout est dans tout. Mercure a aussi des demi-frères, des demi-sœurs, Athéna, Artémis, Dionysos, Apollon, Hercule, tous de même père, mais pas de même mère. Ici, on est vraiment dans la mythologie gréco-romaine 100%, là, avec les enfants de Jupiter. On n'est pas tant dans l'astrologie, mais bon, c'est intéressant quand même. En premier lieu, Mercure était le dieu du commerce, des petits déplacements et même des voleurs. Ben oui, c'est un petit maudit, on pourrait même dire un petit Chris, d'où sa réputation de trickster, de petit coquin. En anglais, ils vont dire ça souvent, Mercury the trickster. Il est aussi le messager des dieux, comme on disait plus haut, qui transmet des messages et du savoir d'un monde à un autre. Tout ça grâce aux ailes qu'il possède sur ses sandales et son casque. Des symboles qui ne trompent pas pour Mercure. Quand vous voyez des statues de Mercure, j'en ai vu plusieurs dans mon voyage en Italie, il y a toujours ses petites ailes sur son casque, attachées après ses sandales, il y a toujours ça qui est pas loin. Assimilé au dieu grec Hermès, il en prend aussi ses attributs et est représenté avec un caducée. Alors, qu'est-ce qu'un caducée? C'est une baguette surmontée de 2 ailes, encore une fois, et entourée de 2 serpents entrelacés. Le caducée est reconnu de nos jours comme un emblème médical, mais jusqu'au 19e siècle, c'était l'emblème des commerçants et des métiers de communication. Communication, éducation, on pense à Mercure, on pense aux Gémeaux aussi. Donc, repensez à la carte du magicien qui tient une baguette dans sa main. Quelque part, c'est un caducée. Pensez aussi à tout le feuillage très vert et toutes les fleurs qui l'entourent. Ça, c'est un hommage au mois de mai à sa mère Maya. Donc, image mentale numéro 1, c'était celle-là. C'est important de comprendre qu'il n'y a absolument rien qui est laissé au hasard dans les sciences occultes ou dans l'ésotérisme. Tout est symbole et tout est connecté. Vous allez retrouver les symboles, les archétypes partout, là. Que ce soit l'astrologie, le tarot, la numérologie, tout va se retrouver ou se recouper d'une façon ou d'une autre. Donc, on invoque Mercure lorsqu'on doit apprendre, comprendre, réfléchir, décoder, analyser une situation. Il incarne les communications verbales et écrites, la négociation, les échanges d'informations, la capacité d'exprimer sa pensée et décoder celle des autres. Où est votre Mercure? Où est votre mental, vos capacités de compréhension et de communication? Si on regarde le Gémeaux lui-même, associé à la maison 3 en astrologie moderne, c'est la maison de la pensée, des communications, autant parlées qu'écrites, des apprentissages, mais aussi des petits déplacements des frères et des sœurs. D'ailleurs, le Gémeaux est représenté par 2 jumeaux, Castor et Pollux, qui sont leurs petits noms. De nature curieuse et sociale,
notre Gémeaux a besoin d'interaction, de connecter pour apprendre. C'est l'adolescent du zodiaque. C'est celui vraiment, justement, comme on disait, il arrive au printemps, alors c'est comme « Wow, tout est merveilleux, tout est à découvrir ». C'est l'élève éternel. C'est lui qui n'aura pas peur en vieillissant de retourner à l'école ou même d'essayer un nouveau domaine qu'il va apprendre par lui-même, sur le tas peut-être, là. Il est très débrouillard, c'est un champion du multitasking, mais toujours en danger de s'éparpiller parce qu'il est convaincu qu'il va arriver à tout gérer, parce que la plupart du temps, il arrive. Mais des fois, c'est des bons candidats pour se brûler, pour épuiser son cerveau un peu. Des fois, le Gémeaux s'intéresse à tellement de choses qu'on pourrait lui reprocher d'être bon dans tout, mais expert dans rien. Ça fait dur comme ça à dire, mais souvent, il faut qu'il essaye vraiment beaucoup de choses avant de se déposer quelque part, puis c'est souvent un peu son challenge. Par contre, tout ce qui touche les domaines de communication, d'écriture, d'éducation, de recherche, le culturel aussi, le journalisme, les métiers techniques, il est chez lui. Ce qui est important, c'est que son intellect soit stimulé. Ça peut être n'importe quel domaine à la limite. Il est polyvalent, en autant qu'il contribue par son esprit brillant et futé. Ou sinon, il faut vraiment qu'il y ait une belle gang de travail. Parce que des fois, c'est le côté social qui va le garder en place, qui va le garder au travail. Ça peut arriver, des fois, c'est ça qui le garde attaché. Mais idéalement, ça lui prend un métier ou profession où l'on retrouve de multiples tâches ou de la diversité. Sinon, il va devoir cultiver des passions à l'extérieur de son travail. Ça, c'est certain. Souvent, en consultation, un Gémeaux va me dire « Oui, mais j'en ai trop de passions, je sais même pas lequel choisir, il y a trop d'affaires qui m'intéressent. » Et je réponds toujours « Mais pourquoi choisir juste une chose? » Ou pourquoi voir sa vie comme une ligne droite, tu sais? Les lignes droites, c'est pas pour les Gémeaux. C'est important d'accepter que vous allez faire plus qu'une chose dans la vie, peut-être même deux en même temps. C'est dans votre nature. Mais c'est certain que la stimulation avec un Gémeaux, c'est comme un facteur super important. C'est aussi des grands charmeurs, des excellents raconteurs, des humoristes même. Toujours le jeu de mots ou la bonne rhétorique. À l'image de Mercure, un peu taquin, un peu trickster. Certains vont même lui reprocher d'être beau parleur, limite manipulateur. Comme je dis toujours, c'est important de se rappeler que tous les signes du zodiaque ont un côté sombre, un shadow, et c'est certainement celui du Gémeaux d'être parfois plus connecté à son intellect qu'à ses émotions, d'avoir une forme d'orgueil un peu intellectuel, mais ça démontre sa capacité aussi à se sortir de problèmes complexes par la ruse et des fois par la tricherie même, si c'est pas carrément par le mensonge, dans le pire des cas, là. On est vraiment dans le shadow du Gémeaux, tu sais. Depuis quelques années, le Gémeaux est d'ailleurs un peu le mouton noir en astrologie. Avant, c'était le Scorpion, mais on s'est fait enlever notre titre, les Scorpions. C'était toujours les Scorpions, tu peux pas leur faire confiance, ils vont te backstabber ou tu sais, ils sont ben trop sombres, puis réputés comme d'être très sexuels, comme infidèles, puis tout ça, qui est vraiment des caricatures, là. Mais c'est ça, là, pour X raisons, les gens ont décidé de jeter un peu leur poison sur le Gémeaux dans le monde de l'astrologie. Et sûrement à cause de ce que je viens de nommer un peu plus haut, mais aussi le Gémeaux, visage à deux faces, tu sais. On va entendre ça comme « moi les Gémeaux, je suis pas capable. » Puis ça, c'est comme la pire insulte qu'on peut faire à un Gémeaux, là. Puis honnêtement, c'est mal de comprendre parce qu'un Gémeaux, il aime tellement connecter, apprendre. Il va vraiment s'intéresser à toi, à ce que tu dis, à ce que tu fais. Il va y mettre toute son attention. Il fait ça avec tout le monde, puis il fait ça avec tout ce qui touche. Mais ça, là, ça prend du jus, là, comme vraiment. Et après qu'il a donné toute son attention, qu'il a donné tout ce qu'il avait à donner, puis à parler, puis à ci, puis à ça, il est brûlé. Puis il faut qu'il aille se recharger, puis reposer son cerveau. Puis là, il peut devenir grognon. Il peut aller s'enfermer, puis plus vouloir parler à personne. Pour quelques heures, hein, ça dure pas bien longtemps, là. Mais quand il en peut plus, il en peut plus. Il ferme la porte, puis il disparaît, tu sais. Puis là, ça vous donne l'impression qu'il vous rejette, qu'il devient froid. Hey, il était tellement sweet il y a 2 minutes. Non, mais c'est quoi qui s'est passé? Donc, ça peut donner cette impression-là de visage à deux faces, mais c'est juste sa nature qui fait qu'il absorbe son environnement par le mental. C'est très demandant, puis il faut lui donner un petit break de temps en temps. Donc, laissez-le recharger sa batterie.
Puis là, mes petits Gémeaux, je vous parle directement, là. Sortez de votre tête et reconnectez à votre corps. Revenez dans votre corps, là. De cette façon-là, vous allez mieux ressentir vos limites, puis être capable de les exprimer aussi. Comment les exprimer si vous ne les reconnaissez pas? Et c'est pas parce que vous êtes bon pour nous parler de tout ce qui se passe dans votre tête, puis de ci et de ça, puis de tout et de rien, que vous êtes bon pour exprimer vos sentiments. Ah ah! On vient de vous pogner, là. Alors ça, des fois, étrangement, ça fait partie du shadow du Gémeaux de pas tout à fait le voir, ça, tu sais. Puis en plus de ça, personne ne s'attend que vous soyez toujours la personne qui fait l'entertainment ou qui brise le silence. Des fois, je me dis, les Gémeaux sont peut-être inconfortables avec le silence. Ça fait partie de l'affaire. Donc, apprenez à être confortable avec le silence, à écouter, à laisser les autres prendre le plancher. D'ailleurs, un peu de méditation pour calmer votre esprit, votre système nerveux, c'est un must. Dans votre cas, on irait peut-être plus avec la méditation active, en marchant, en dansant, ou sinon par des méditations guidées qui vont amener une forme de relaxation à votre corps. Ça c'est vraiment l'idéal. Donc, mes petits Gémeaux, c'est en trouvant ce point d'équilibre-là et en acceptant votre nature mercurienne et mutable que tout deviendra plus facile, tout deviendra plus doux et vraiment, à l'image du magicien, devenir plus le maître de votre vie et de voir ça comme un jeu. Du moment que le Gémeaux commence à voir la vie comme un jeu, tout devient un peu plus facile. Des fois, on perd, des fois, on gagne, mais on apprend tout le temps. C'est ça, sa game. Alors, du moment qu'on est là-dedans, ça va bien.